Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 2, c'est parti! Eh bien bonjour à tous et merci pour votre fidélité au podcast de la com. Nous sommes déjà mi-janvier, la saison 2 est partie sur les chapeaux de roue. Je suis toujours Benoît Duranel, le gérant de l'agence Janvier, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Hubert Vialat et Sarah Nguyen de l'agence HV. Mais avant de leur laisser la parole, pour se présenter, sachez aussi que nous allons évoquer dans la fin de ce numéro un nouveau sujet lié à ChatGPT, alors encore et toujours me direz-vous, mais cette fois évidemment en lien avec le métier de journaliste. Ce sera l'occasion, j'en suis sûr, pour Hubert et Sarah de nous confirmer que l'intelligence artificielle n'est pas encore là, en tout cas pour les remplacer. Bonjour Hubert, bonjour Sarah. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Alors, pour commencer, Hubert, peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Je suis sûr que la plupart te connaissent déjà, mais je te laisse la parole. On ne peut jamais vraiment savoir qui y a derrière le micro. Donc, bonjour. Écoutez, Benoît, pour me présenter très rapidement, je suis journaliste professionnel, presse écrite, plutôt sur les formats économiques et politiques. Voilà, ça fait 21 ans que je fais ce beau métier de journaliste. Et puis, comme on est sur un podcast orienté communication, stratégie aussi, je pense que c'est intéressant pour vos auditeurs de comprendre ce qu'a été ma stratégie de diversification depuis 12-13 ans déjà maintenant. J'ai assez rapidement senti que le journalisme, c'est super, c'est une passion, c'est un métier, c'est un vrai métier. Mais c'est un métier qui est confronté à de graves difficultés financières. Tout le monde le sait, hein, on lit moins, les rentrées publicitaires sont plus difficiles. C'est quelque chose que j'ai remarqué rapidement. Je me suis dit, faut peut-être que je pense à me diversifier, à continuer à faire du journalisme, mais à créer, à développer des activités connexes. Et donc, petit à petit, depuis une grosse dizaine d'années, je me développe dans l'animation de débats économiques, plutôt des forums, des conventions, des séminaires, etc. Et de la rédaction de contenu, du brand content, comme on dit dans la communication. Et cette activité montant en puissance, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Il y a Sarah à mes côtés, Sarah Nguyen Kaokiong, je précise son identité, son état civil précis. J'ai pas osé essayer de le prononcer correctement. Mais c'est comme ça c'est écrit. Voilà, et donc j'ai créé cette agence HV. Hubert Vialat, haute valeur ajoutée aussi, on pourrait dire. Juste avant d'arriver à l'agence HV, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent ou qui te connaissaient. Alors, je ne sais pas si je mets tout les pieds dans le plat, mais en tant qu'ancien rédacteur en chef de La Lettre M. Oui. Oui, ça a été une longue période, une longue séquence de ma vie professionnelle. Toute la première partie, je ne sais pas combien de temps on va travailler maintenant, mais pendant 18 ans. De 2001 à 2019. Alors, je précise officiellement, tu n'es plus rédacteur en chef de La Lettre M, oui. Parce que je crois qu'on te le ramène souvent. Encore avant-hier, Jean-Claude Guessot, l'ancien ministre des Transports qui était président du Port de Sète, m'a appelé pour une autre manifestation à la Fondation Van Allen. Il m'appelait au titre de La Lettre M, et ça m'arrive à peu près une fois par semaine. Donc visiblement, j'ai laissé un souvenir impérissable, en tout cas, à La Lettre M, je ne sais pas, mais pour les lecteurs, je pense. Tu sais que les attachés de presse ne mettent pas assez à jour leurs fichiers. Aussi, il y a ça peut-être, et puis il y a l'impression qu'on laisse aussi quand même, l'empreinte. Parce qu'en 18 ans, oui, évidemment. Donc oui, 18 ans, pas 18 ans rédacteur en chef. J'ai démarré stagiaire, n'est-ce pas ? Stagiaire, reporter de terrain, comme on dit, et puis ensuite une ascension un peu à l'ancienne, entre guillemets, rédacteur en chef adjoint, et puis rédacteur en chef du bureau de Toulouse, et puis rédacteur en chef de l'ensemble. Mais c'est un ensemble qui faisait 6 personnes, c'était pas non plus... faut relativiser, quoi. Je souris en parlant, mais c'était très bien. C'est une très belle première expérience, et je n'oppose pas mon expérience actuelle à la passée. C'est ce que je vis aujourd'hui, et la continuité de tout le réseau que j'ai pu développer à La Lettre M. Et donc, donc c'était 2017, 2018 où tu as fait le choix Début 2019. Début 2019. Oui, j'ai fait le choix, c'était d'un commun accord, on va dire, avec ma direction, ou dans la vie parfois,
C'était le moment. Faut savoir partir, je pense. C'est mieux pour tout le monde, quoi. Voilà, donc je développais beaucoup d'activités par ailleurs, c'est vrai, ce que je disais à l'instant, donc des animations de débat, des rédactions de contenu, un blog, la correspondance des échos. À un moment, on peut pas tout faire, faut faire un choix, et le choix a été fait donc de développer tout ce que j'étais en train de créer en parallèle de la lettre M, et de me consacrer plus qu'à ça, et à créer donc une agence qui s'appelle Agence HV. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'assez vite, on s'est croisés assez vite à la sortie, au début de ton activité. Et celle-ci a pris quand même pas mal d'importance. Je sais qu'à l'époque, comme tout jeune entrepreneur, tu te posais beaucoup de questions. Et finalement, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, c'est super. C'est une petite entreprise qui marche. Oui, je profite du micro qui m'est tendu pour remercier Janvier, pour mais qui m'a tendu la main. Et non, mais c'est vrai, c'est sincère, et c'est la raison pour laquelle aussi c'est un bon partenariat, je pense, parce que c'est vrai que c'était une période de doute. Donc Benoît, tu m'as conseillé aussi. Toi qui es un entrepreneur depuis plus longtemps que moi, depuis 15 ans je crois à peu près. Oui, il y avait des doutes, ça s'est développé plus rapidement que ce que je pensais, c'est vrai, tu as raison. On ne peut jamais savoir comment ça va marcher. Je me rappelle nos discussions au départ, c'était on verra. En fait, ce qui est intéressant peut-être pour vos auditeurs, c'est... je pense qu'il y a une attente en fait du marché pourquoi des décryptages économiques plutôt clairs, experts. Je pense à mon modeste niveau être expert quand même dans mon secteur, en tout cas sur la région Occitanie, puis sur des enquêtes nationales parfois. Il y a une enquête pour un ton un petit peu courageux quand même, parfois sortir de la communication un peu institutionnelle, qui est un petit peu orientée par les médias mainstream, quoi. Il y a des entreprises dont il faut absolument dire du bien, par exemple. Des élus dont il ne faut absolument pas dire du mal. Mon but n'est pas de régler des comptes avec qui que ce soit. Déontologiquement, c'est interdit par la déontologie journalistique, et c'est pas dans mes valeurs. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir un petit peu de courage, prendre quelques risques, et c'est ce que les gens attendent un peu d'un journalisme aujourd'hui. Engagé, c'est un peu engagé, ou qui dit les choses, ou qui essaye de décrypter. C'est pour ça que la baseline de mon site, mon site c'est hubertvialat.com tout simplement, et la baseline c'est l'info en relief, c'est-à-dire c'est la base du journalisme, c'est essayer de trouver une information contradictoire et de penser à faire parler les deux parties, mettre un petit peu la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres. Il y a une attente pour ça, et puis il y a une attente pour des animateurs de débat aussi. Je ne suis pas le seul sur ce créneau, mais finalement on n'est pas si nombreux. C'est une vraie compétence d'animer des débats. Clairement. Ouais. Et donc, tu en as parlé déjà, mais les services de l'agence, donc on a bien compris, c'est des services rédactionnels, de conseil, d'animation. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus ? Oui. L'agence Sarah, tu veux décliner un peu peut-être maintenant que ça fait Sarah Nguyen Kaokion, donc m'a rejoint en octobre 2020, en plein Covid. Pas mal de gens me déconseillaient de la recruter, pas par rapport à elle et à ses compétences, mais par rapport à la conjoncture. Finalement, les doutes que j'avais eus au début, c'est vrai, étaient un peu dissipés, et j'avais plus confiance dans le business model. 1 an après la création, je voyais que ça fonctionnait. Et puis, il y a aussi Sarah qui est une personne très rigoureuse, très compétente, très investie. Je la sentais comme ça au début aussi. Et je me suis dit, il y a des occasions parfois professionnelles qu'il ne faut pas laisser passer, Covid ou pas Covid. Et 2 ans et demi après, je suis très content qu'elle soit toujours là. Peut-être, Sarah, tu peux décliner un peu un peu plus précisément les activités de l'agence que tu connais bien maintenant. Oui, parce que ça fait en effet 2 ans que j'ai rejoint du coup Agence HV. Seulement. Ça passe vite. Donc du coup, je suis diplômée d'une école de communication Subdecom Montpellier, et donc Hubert était intervenant dans mon école.
Donc voilà, c'est là que du coup on a pas mal échangé et notamment d'ailleurs sur mon mémoire sur l'intelligence artificielle dans le journalisme. Super. Donc voilà, ça colle assez bien avec le sujet qu'on va traiter à la fin. Mais voilà, l'échange qu'on a eu pendant 1 heure, on a vraiment bien matché et c'est pour ça qu'on collabore ensemble depuis 2020. Donc l'agence HV, qu'est-ce que c'est? Donc en effet, on part déjà du métier de Hubert, le journalisme, donc autour de l'information économique. Et Hubert a décidé d'aller un peu plus loin pour décliner plusieurs services autour de cette information économique. Donc on a notamment les animations de débat pour les collectivités, décideurs publics, privés. C'est donc du coup l'occasion d'apporter, on va dire, une animation vraiment journalistique sur un plateau pour aborder plusieurs thématiques. Donc c'est vrai qu'on peut traiter de l'immobilier, des ressources humaines. C'est très, très vaste, on a pas mal de sujets différents. On a aussi également la rédaction de contenu, des magazines voilà, que les marques, les entreprises lancent pour promouvoir leurs activités et elles recherchent de plus en plus un œil journalistique pour pouvoir traiter l'information. Donc c'est vrai que c'est une demande qui est de plus en plus récurrente et à laquelle on répond. Et on a aussi la formation, le plan formation. Hubert voilà, donne plusieurs cours de formation sur l'écriture journalistique, les relations presse également, dans plusieurs écoles sur Montpellier, enfin dans l'Hérault. Voilà. On l'a nommé quelques-unes, notamment Subdecom, là où je l'ai rencontré. Et on a d'autres écoles aussi, comme l'ISCOM, Montpellier Management, etc. Voilà, il y en a pas mal aussi. Donc voilà. Okay. Et pour revenir peut-être un petit peu sur la partie journalistique de départ, donc l'agence HV, Hubert, ou les deux, c'est plusieurs correspondances. Donc quelles sont, rappelle-nous peut-être pour les auditeurs, tes correspondances encore, Hubert? Oui, principalement je suis correspondant des Échos en Occitanie Est, c'est-à-dire en Aix-Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Lozère. C'est-à-dire que les actualités économiques à traiter dans cette zone géographique pour les Échos, pour ce quotidien national, c'est moi, donc, depuis, ça fait 10 ans déjà. J'en ai pas parlé, il faudrait que je fasse un petit quelque chose quand même, parce que 10 ans de correspondance des Échos, ça se fait quelque part. Tu vois, tu as retrouvé ta rubrique On s'en fout du prochain... Voilà. Les Échos principalement quand même, mais pas que. Je travaille aussi régulièrement pour l'Hérault juridique et économique, qui est aussi Hérault Tribune. Qui me fait l'honneur de me confier un papier par semaine. Et ça, c'est intéressant, c'est précieux comme collaboration, parce qu'il y a des sujets qui ont une valeur et qui n'intéressent pas forcément les Échos, enfin qui ne sont pas dans la ligne éditoriale des Échos, qui sont un grand média national, et des sujets qui sont pourtant très intéressants et que je peux traiter du coup à travers l'Hérault Tribune sur un format dont je sais à l'avance qu'il est hebdomadaire, donc ça m'apporte une garantie de régularité en termes de publication. Il y a aussi Tout l'Écho, qui est un magazine économique régional, où là aussi c'est un papier par semaine. Et puis de la presse professionnelle, ça peut faire sourire les auditeurs, parce que c'est vraiment des niches, comme on dit. Bois Mag, un magazine vraiment spécialisé sur la filière bois, mais c'est quelque chose d'extrêmement prometteur comme filière, avec la décarbonation des systèmes constructifs, et le bois est un matériau naturel, donc évidemment qu'il y a beaucoup de vertus. Donc je suis sous tension les derniers mois. Donc voilà, donc je suis devenu un peu, pas imbattable, mais je commence à m'y connaître en terrasse bois, en bardage bois, en différentes essences de résineux et de feuillus. Alors pendant que je fais les interviews, ça fait rire mon équipe, parce que c'est de la presse professionnelle, donc c'est très technique. Et puis le journal de la marine marchande, sur un autre sujet, bien qu'il y ait du trafic de bois dans les ports, mais enfin bon, bref, c'est un autre sujet sur de la logistique portuaire. Enfin, logistique et pas que, hein. C'est aussi les équipements, les différents trafics, l'intermodalité sur le port de Sète, maritime, rail, maritime, fluvial, etc. Et un petit peu d'agence France Presse aussi, de temps en temps, les week-ends, quand je m'embête, aller couvrir une petite manif ou un petit meeting politique en période électorale, et ça fait beaucoup, voilà. Donc
il y a beaucoup d'activités journalistiques et j'allais oublier. Et autant, non, il y a, oui, puis il y a aussi Midi Libre. Il y a aussi Midi Libre quand même, où c'est entre l'événementiel et l'éditorial. C'est vraiment hybride ce qu'on fait. Il y a du journalisme et c'est vrai qu'il y a aussi de l'événementiel et du brand content, enfin de la communication. Donc Midi Libre, mes interlocuteurs, c'est pas vraiment la rédaction, c'est plutôt leur pôle agence Midi Events pour le Lab IMO, qui est un lab comme son nom l'indique, des séries de débats sur l'immobilier, qui est un secteur économique très important dans notre région. Et sur lequel tu es identifié comme une personne clé, une tête paraît-il. de réseau, Ouais. Paraît-il, c'est un sujet que je suis, ouais. Que je suis, qui m'intéresse et où il y a beaucoup d'acteurs passionnants à suivre. Bien sûr, le prix du logement, c'est quelque chose. On est en pleine réforme des retraites et on parle peu finalement du problème des logements, des seniors, enfin, alors que il devrait y avoir une réflexion globale. On ne parle pas beaucoup de l'immobilier au niveau national dans les réformes systémiques. C'est assez peu abordé, alors que c'est notre principal poste de dépenses pour la plupart des ménages, en tout cas. Oui, et puis c'est un secteur qui fait quand même une bonne part de l'économie ici. Chez nous, des architectes, des entreprises du bâtiment, des maîtres d'œuvre, bien sûr. Bon, donc si je résume, si on te commande un papier sur l'économie du transport de bois dans la machine marchande, une commande te permet de la vendre à toutes tes correspondances. Ça m'arrive, mais c'est pas toujours facile. J'ai eu un problème dernièrement pas plus tard qu'il y a 2 jours, avec un éditeur qui me reprochait de lui avoir envoyé un papier un peu approchant à quelque chose qui était déjà livré. Mais oui, le même sujet, on peut le vendre plusieurs fois. L'inconvénient d'être journaliste indépendant, c'est que quand je suis en vacances, je ne suis pas payé. Il faut quand même qu'il y ait aussi des avantages autres, quoi. Non, parce que c'est pas facile. Après, il faut proposer des sujets. Parfois, on me rappelle parce que le rédac chef n'a pas compris. La façon que j'ai eu de le présenter, on peut avoir l'impression d'une grande liberté, mais il y a beaucoup de contraintes quand même. Là, je sais que pendant l'interview, je vais avoir un coup de fil des Échos parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose, parce qu'ils veulent me demander un complément. Il y a des contraintes, comme tous les métiers. Il y a des contraintes. Si les attachés de presse ou les chargés de com nous écoutent, sachez que Hubert ou Sarah sont preneurs de nouveaux sujets. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à les solliciter. Oui, parce qu'on ne sait pas tout. Parfois, on donne l'impression de tout savoir parce qu'on est journaliste, mais non, pas du tout. D'ailleurs, vous-même, en tant qu'agence de communication, je m'en rends compte puisqu'on se croise souvent en échangeant avec vous. Vous savez plein de choses que je ne sais pas parce qu'on vous dit des choses qu'on n'ose pas dire aux journalistes. Les journalistes, on leur dit ce qu'on veut bien dire aussi. Donc oui, on est au courant de certaines choses. On reçoit des communiqués de presse, on a des invitations presse, évidemment. On a un réseau, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on sait tout. C'est loin de là. Inversement. Oui. On fait semblant, nous aussi. Oui. Tout le monde fait semblant. La vie est une pièce de théâtre, mais en effet, je suis preneur de bonnes infos, voire même de off, quoi. C'est important, le off. C'est peut-être pas l'objet de l'entretien là, mais c'est une bonne info à transmettre. Aussi, le off, c'est ce qui nous permet d'être moins bêtes. C'est-à-dire, et c'est important d'être moins bête, surtout quand on a le pouvoir d'écrire. Je pense que l'écriture est encore un pouvoir. Je suis un peu de l'ancienne école, j'ai 47 ans, mais je suis persuadé que les mots ont une force, quoi. Et le off, c'est expliquer et ça, c'est un peu le rôle d'acteur des relations presse. S'ils ont une haute idée peut-être de leur mission, je ne sais pas s'ils sont formés du tout comme ça, je ne pense pas, mais c'est de donner à comprendre, de donner du off, en disant ça c'est off, tu ne me cites pas, mais je te le dis pour que tu comprennes le contexte, et du coup on va écrire ou ne pas écrire davantage en connaissance de cause, et la qualité des papiers s'en fera ressentir, et ça sera gagnant pour tout le monde. Je pense que c'est une bonne info parce que la plupart du temps, effectivement, les gens peuvent être réticents. Le off, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment s'en servir. Le off, c'est très délicat. Alors, ouais. Après, ouais. Non, mais c'est sûr, il faut avoir confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance avec le journaliste parce que si tu le connais pas et si tu lui dis une grosse info que c'est du off, qu'il faut pas que ça sorte, mais c'est juste pour sa gouverne, si tu le connais pas, il y a une probabilité pour qu'il le sorte quand même.
Mais après, ça, c'est au fil du temps. C'est à la confiance. Oui, et puis je pense que la plupart des journalistes qu'on connaît ici sur place, ils ont tous une déontologie. Pas tous, non. Enfin, ça dépend. Il y a des francs-tireurs. Je dirais pas que... Mais... On en connaît. mais On ne il cite faut... pas je pense que c'est une pratique. Mais c'est à nous aussi, journalistes, de mettre en confiance, d'expliquer. J'ai souvent du mal à expliquer le off, même au bout de 21 ans, de dire non mais tu peux me le dire, je ne vais pas l'écrire, ou à quel moment je peux l'écrire, ou à quel moment je peux te relancer pour qu'on en parle. Est-ce que je peux l'écrire sans te citer ? Ou est-ce que vraiment je ne peux pas l'écrire parce que même si je l'écris sans te citer, tu vas être identifiable parce qu'il n'y a que 3 personnes qui le savent dans la région. Enfin, il y a plusieurs types de off. Donc, ça demande beaucoup d'explications sur ce qu'on peut écrire, à quel moment. Même si je ne te cite pas, ça craint. Ou est-ce que si je ne te cite pas, finalement, ça passe ? Voilà. C'est intéressant. Il y a différentes couleurs de off, en quelque sorte. Voilà. C'est une bonne idée de sujet aussi, la Oui. couleur du off. Oui. Ouais, c'est pas mal. Alors, j'aimerais revenir également, alors ce sera peut-être plutôt pour Sarah, sur la communication de l'agence HV. Et je crois que c'est plutôt ton rôle, Sarah, de communiquer sur les réseaux, de participer à l'élaboration des indiscrétions toutes les semaines, qui est un bel outil aussi. Et là, j'aborde vraiment l'axe de com pour l'agence. Peut-être que vous pouvez m'en parler un peu plus de ces fameuses indiscrétions. Justement, Ouais. je te laisse la parole, mais peut-être pour Appel te aussi. lancer là-dessus, notre communication, c'est notre newsletter, c'est les indiscrétions, principalement, parle de finalement. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai. Déjà aussi pour rappeler Agence HV, donc on est 4 en tout. Donc il y a aussi Fanny Bessière et Amélie Casalet. Et donc la partie gestion des réseaux sociaux, community management comme on dit, c'est surtout Amélie qui s'en occupe. Donc en effet, on part principalement de notre newsletter hebdomadaire gratuite Les Indiscrétions, donc qui sort chaque lundi à 18h18, plus ou moins. Mais c'est les aléas du bouclage. Et donc du coup, Les Indiscrétions, c'est vraiment notre propre média. C'est là en tout cas où on relaie toutes les informations qu'on a chaque semaine, que ce soit au cours d'un reportage, d'une conférence, d'un article ou même de rencontres qu'on fait lors des rendez-vous professionnels. Donc voilà, c'est un petit peu notre zone où on peut s'exprimer librement, surtout Uber, c'est avec la HV Touch notamment, qui est une des rubriques qui fonctionne très bien d'ailleurs sur notre newsletter. Et donc, cette newsletter, elle vit toute la semaine. Donc, elle paraît le lundi soir, C'est là, en tant mais on que la fait vivre. professionnel, effectivement, on vous suit sur les réseaux, je pense, comme beaucoup Oui. de personnes, Mhm. et on voit que vous êtes performant dans le sens où il y a toujours quelque chose. Je sais que si j'ouvre mon Facebook tout à l'heure, je vais voir une actu soit d'Uber, soit de Sarah, soit de l'agence HV, qui est une partie peut-être de votre newsletter. Donc vous utilisez un petit peu tous ces petits morceaux, ce snack content d'une certaine manière, que vous publiez toute la semaine C'est ça. en le découpant en fonction du nombre d'articles que Oui. vous avez écrit dans la newsletter. C'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. L'intérêt, c'est vraiment de faire perdurer, donc du coup, dans la semaine, la news, en piochant les informations que Uber estime plus ou moins importantes, en tout cas, par rapport aux sujets qui sont traités. Il faut les mettre en avant, parfois plus que d'autres. Et donc, du coup, c'est l'objet de posts qu'on diffuse sur nos réseaux sociaux. Des fois, d'ailleurs, on a des lecteurs de la newsletter qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, mais pas à la newsletter, donc ils suivent l'information que par ce canal. Donc c'est important aussi de l'alimenter. Donc on est présent sur LinkedIn, qui est d'ailleurs un de nos réseaux les plus lus, là où on a le plus d'abonnés. On a aussi Instagram, Facebook et les comptes de Uber aussi personnels. Et Twitter, bien sûr aussi Twitter, qui est important pour justement relayer l'information différemment aussi. Donc ça nous permet de communiquer sur un à l'affiche, par exemple, plusieurs décodages, 3 questions A, et voilà. Peut-être ajouter quelque chose, Hubert. Après, c'est une stratégie d'occupation aussi. C'est militaire presque. C'est La communication, c'est la répétition. c'est le mouvement, c'est l'occupation, c'est donner vraiment une impression de vitesse, de performance, d'agilité. On est là, quoi. Et en dégageant cette image, les gens ont envie
de nous donner des infos, de nous confier des animations, beaucoup plus en tout cas que si on était moins actif, quoi, bien sûr. Alors, il y a une partie éditoriale qui est très lue. Je pense que tout le monde attend ces petites indiscrétions. Enfin, moi comme d'autres, quand on la reçoit le lundi soir, on va vite voir ce qu'on a envie de ça augmente, l'audience augmente, elle progresse de façon assez significative sur de 20 ou 30% entre 2022 entre 2021 et 2022. On va créer. Alors, pour l'instant, elles sont mal référencées. C'est le problème. Elles sont hébergées sur une page du site hubertvialat.com dont je parlais. C'est un petit peu le moment là qu'elles prennent leur existence propre, qu'elles s'envolent de leurs propres ailes. Et donc, on est en train de développer un site dédié aux indiscrétions pour travailler le référencement avec de la rédaction SEO et des pavés à écrire sur le port de Sète, sur Michael Delafosse, sur la logistique urbaine, sur, je sais pas moi, les halles gourmandes, enfin ce que je t'ai envoyé cet après-midi, Sarah. Enfin, non, parce qu'en fait, on écrit énormément de contenu pour différents médias éditeurs, partenaires ou pour les indiscrétions, parce que parfois dans les indiscrétions on fait du teasing de ce qui va paraître ailleurs ou on rappelle ce qui est paru ailleurs. Enfin, on recycle aussi, c'est pas glorieux, mais c'est pas très grave parce que c'est normal. Personne nous en tient rigueur de toute façon. Mais c'est mal référencé parce que c'est éclaté quoi, en termes de référencement, c'est pas bon. Donc le nouveau site à venir, c'est pas que pour dire qu'on fait un site, c'est aussi pour travailler le référencement. C'est un gros travail qui nous attend. Oui, il y a un objectif de notoriété, d'occupation de l'espace médiatique. Digital, et en plus, on l'a la matière. Je le sais, puisque on l'a, mais elle est éparpillée. Alors, ça rejoint la et les robots de Google ne comprennent pas, quoi. Enfin, ils ne peuvent pas les trouver. C'est ça le problème. Ouais. On note. Alors, V2, elle sera sortie d'ici quelques semaines. Bon, là, les arrêts de jeu, ça va être des arrêts de jeu comme la Coupe du Monde de foot. Là, ça risque de durer un quart d'heure par mi-temps, mais non, je sais pas. Oui, non, ce premier semestre, quoi. Avant juin, ça serait top, quoi. Je pense que ce sera annoncé dans tous les cas. Alors, la question que je voulais te poser par rapport à ça, justement, le fait d'évolution, on parlait des indiscrétions en tant que média, donc pour la partie éditoriale, mais il est aussi possible d'être partenaire de cette newsletter. Oui. C'est là où tu vois, je suis pas un bon commercial parce que j'en ai même pas parlé, mais oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant dans le sens où tu as quand même cette newsletter, elle est envoyée à 5000 personnes. Environ 5000 destinataires. Qui sont des chefs d'entreprise, des têtes de réseau au niveau local, régional. Occitanie, non, il y en a pas mal à Toulouse. Oui. J'ai regardé les stats, là, c'est moitié héros et après, il y a une autre moitié qui est répartie entre Toulouse, Paris, Lyon, il y a un peu de Nantes, Lille, je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon, voilà. Mais c'est pas du tout que Montpellier. Je suis pas du tout un journaliste montpelliérain. Enfin, je suis basé à Montpellier, mais parfois, je vois pas, et j'ai strictement rien contre lui, ni pour ni contre, bien au contraire, mais par rapport à Michael Delafosse, le maire de Montpellier, parfois je le vois pas pendant 3 mois. Et pourtant, il fait des conférences de presse comme tous les maires, mais c'est pas orienté comme attitude. C'est juste que je suis pris par des enquêtes qui sont nationales, par d'autres sujets, par des animations. Enfin, je suis basé à Montpellier, mais je suis pas un journaliste local. Enfin, je traite de sujets, bien sûr, de mon territoire, mais pas que. Là, je fais une enquête sur les halles gourmandes en France. J'ai appelé Toulon, Saint-Étienne, qui ont fait des nouvelles halles pour comprendre leur modèle économique. Enfin, je pense que les gens le captent pas trop, ça, parce qu'on est très... on regarde plus ce qu'il y a à côté de chez soi. Et peut-être que je l'explique mal. Là, c'est l'occasion de le rappeler, quoi. Voilà. C'est intéressant parce qu'effectivement, une newsletter de décideurs, quand elle est sur un territoire, elle intéresse. Si le territoire est élargi, elle peut. C'est Occitanie, là. Voilà, c'est Occitanie. Après, les informations à valeur ajoutée que nous arrivons à collecter et à traiter sont plus en ex-Languedoc-Roussillon, c'est vrai.
c'est le principe de la zone de chasse. C'est difficile de chasser à 500 km autour, sauf si on a une marque média super forte comme Mediapart, où là les infos t'arrivent comme ça. Évidemment, nous ne sommes pas Mediapart. Non, la zone de chasse, c'est vraiment l'ex-Languedoc-Roussillon, parce que j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent aussi par mes correspondances presse, que j'ai citées tout à l'heure, quoi. Et après, l'enjeu, c'est de ne pas négliger l'Occitanie Ouest, le bassin toulousain, très important d'un point de vue industriel, agroalimentaire aussi. Mais nous n'y sommes pas encore. Donc il y a une veille qu'on peut faire en lisant nos confrères, c'est bien, mais c'est pas glorieux. On reçoit des communiqués, on se fait référencer auprès des agences de relations presse toulousaines, on peut traiter de l'information à distance, on peut appeler, on peut faire des vidéos et tout, comme j'ai fait la dernière fois avec Mécanique Vallée, qui est un cluster d'industriels basé en Aveyron et en Corrèze et Dordogne, et un peu Lozère. Bon, tout ça peut se faire à distance, mais c'est sûr que rencontrer des décideurs le samedi matin au marché ou le soir à la loge du handball ou du foot, t'as pas les mêmes infos, quoi, quand ils te connaissent, quand tu les vois, et quand c'est à distance et qu'ils te voient jamais, c'est pas les mêmes infos. Donc une présence directe ou indirecte par un média partenaire sur Toulouse, ça fait partie des réflexions aussi, quoi. Voilà. Ok. Des petites actus sinon dont tu voudrais nous parler, à part le fait qu'on en a appris qu'il y a un nouveau site qui allait bientôt sortir, mais est-ce qu'il y a d'autres petites actus dont tu aimerais Sarah, nous parler? Si, il y en a plein des actus. Après, il y a notre cuisine interne qui n'intéresse pas forcément tout le monde, et la stratégie. Je sais qu'il y avait l'agenda des vœux que tu as mis en place. On a fait cette l'agenda année. des vœux, en effet, des vœux institutionnels en Occitanie, qui intéressent évidemment les lecteurs. C'est du travail à collecter, mais c'est ça. En tout cas, c'est un plus. Je C'est sais un qu'il y a plus, beaucoup de gens qui se sont basés sur l'agenda la liste des vœux, qui n'est pas forcément exhaustif. On n'a pas fait les vœux de toutes les communes, de toute l'Occitanie, mais on a essayé de faire les principaux. Ça nous est aussi utile à nous pour organiser nos semaines. Mais on s'est dit, plutôt que de le faire que pour nous, autant en faire profiter tout le monde. Non, mais après, sur les prochains mois, le nouveau site des indiscrétions, c'est quand même un gros boulot qui nous attend, mais il faut le faire. J'ai vraiment la conviction qu'il faut le faire. Ça va nous permettre de franchir une étape, de continuer à monter en puissance. Oui, vous pouvez être partenaire des indiscrétions, c'est vrai. N'hésitez pas à nous contacter par ubervialat.com. Il y a un formulaire contact et c'est tout simple. Si vous êtes intéressé, vous avez une belle visibilité auprès des décideurs de la région, et les tarifs sont tout à fait raisonnables. Voilà, là, ça va, je me suis rattrapé là. C'est bon. Tu t'es bien rattrapé. Alors, on mettra toutes les infos en bio voilà. Du podcast. Non, mais je plaisante. Après, non, mais après, on va continuer ce qu'on sait faire, des articles, des animations. Après, sur les nouveautés, ce qu'on peut annoncer de sûr. On a fait une première soirée Agence HV. J'avais invité mon réseau à Marseillan, et tu y étais d'ailleurs, C'est Benoît. sympa, c'était ouais. le 23 juin. Il y avait du monde. En fait, le concept n'est pas très compliqué. C'est que, comme je suis journaliste depuis longtemps sur le même territoire, depuis longtemps sur le même secteur, c'est-à-dire l'économie, la politique, et je pense un peu en continu. J'ai pas pris d'année sabbatique, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai un peu fait 21 ans là, ininterrompu. Forcément, j'ai un réseau. Bon, comme tout bon journaliste qui se respecte, je suis pas le seul journaliste à avoir un grand réseau, quoi. Bon, mais je me dis, après tout, ce réseau, ils se connaissent pas entre eux, les gens. Ou alors c'est parcellaire, quoi. Où les promoteurs connaissent les promoteurs et les archives, puis il y a des viticulteurs qui connaissent pas les promoteurs, etc. Or, il a une valeur, donc je me suis dit, je vais faire un événement pour réunir mon réseau. Voilà, c'est la soirée de mon réseau. C'est pas ma soirée, c'est dans un cadre, et je privilégie en effet un cadre qui fait un peu rêver. Donc c'était le cas pour la première édition le 23 juin 2022
au domaine Saint-Barth à Marseillan au bord de l'étang de Thau avec un magnifique orage qui nous a frappé. Mais c'était le lot des premières, hein, c'est normal. J'étais même pas surpris. Et c'était le seul orage qu'il y a eu sur l'étang de Thau pendant 4 mois, je crois, m'a-t-on dit. Et la deuxième édition sera cette fois, je peux le dire, oui, sera à Lunel. Voilà. Donc, je dis pas le lieu encore, je fais un peu de teasing. Alors, c'est pareil, c'est aux alentours du mois de juin. je vais envoyer un save the date, ça sera en juin. Voilà. Mais je dis pas la date encore. Pourquoi Lunel ? Parce que c'est une ville moyenne. Je t'ai vu poster aujourd'hui. Oui, j'étais au vœu parce qu'il y a aussi les vœux à la presse. Ça double. Il y a les vœux institutionnels et puis il y a les vœux que à la presse, donc qui sont très longs généralement, parce que les élus ont toujours plein de choses à nous dire, on a plein de questions à leur poser. C'était un déjeuner, ça a duré quasiment 3 heures. C'était intéressant. Pourquoi Lunel ? Parce que c'est une ville moyenne, il y a des choses à raconter entre Montpellier et Nîmes. C'est une ville qui rebondit après des périodes très compliqué. Hein. Qui communique aussi. Et qui communique. Il y a le directeur de cabinet, Anthony Belin, qui est assez allant sur la question de la communication, qui est plutôt pertinent, je trouve. Mais au-delà de la communication, il y a quand même des vraies actions. Il y a plus de 50 millions qui sont engagés, pas que par la ville, hein, par l'État aussi, à travers le plan Action Cœur de Ville sur la réhabilitation du centre-ville, où il y a de quoi faire. Hein. Il y a de l'habitat dégradé, tout n'est pas rose et tout. Mais il y a quelque chose à raconter, je trouve, à Lunel, d'une cité pescalune, comme on dit, enfin la capitale de la petite Camargue, qui était mal en point, avec beaucoup de ses enfants qui étaient malheureusement partis faire le djihad en Syrie, en Irak, et qui ne sont pas revenus. Il y a une histoire lourde, tragique, pour la France aussi, qui était dans le viseur de l'Élysée d'ailleurs. Et là, ça va mieux. Enfin, il y a toujours beaucoup de pauvreté. Je crois qu'il a dit qu'il y avait 17% de chômage à Lunel, le maire. Enfin, c'est incroyable. C'est une ville quand même très paupérisée, c'est sûr. Mais où il y a des entreprises qui se développent. Il y a BioUV, mais pas que. BioUV est la plus connue, mais j'ai aussi appris un transporteur, Amiratrans, l'histoire de quelqu'un qui avait eu un peu des problèmes avec la justice et puis qui a créé son entreprise de menuiserie et finalement que c'est une entreprise qui cartonne, qui a 50 salariés aujourd'hui. Enfin, et c'est ces personnalités du monde entrepreneurial lunélois qu'on pourra peut-être mettre en avant à travers cette soirée réseau en juin. Je ne dis pas encore le lieu précis ni la date parce que malheureusement, je ne peux pas inviter tout le monde et donc ça sera sur invitation. De toute façon, quand tu organises une soirée, il n'y a pas 36 formules, c'est soit open bar, soit sur invitation. Moi, c'est mon réseau, donc je choisis les gens qui viennent. Voilà, c'est moi qui décide. Okay. Après, il y a des gens qui viennent pas, qui sont invités, qui viennent pas. Malheureusement, ça c'est le jeu. Oui, comme dans tout événementiel, il y a une déperdition de 30% à peu près. Ouais, c'était ça, je crois. Ouais, mais j'en veux à personne. Tout le monde répond, en revanche, tout le monde répond. Mais je préfère inviter, donc forcément, il y aura des déçus, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Merci Hubert pour cette partie. Je vais en profiter pour switcher rapidement sur l'actualité. Donc pas cette fois-ci l'actualité de l'agence HV, mais l'actualité au sens plus large. Oui. Et peut-être Alors, on parle depuis plusieurs semaines, de quelques mois même, de l'intelligence artificielle et de Open GPT en particulier. Oui, Hubert, promis, tu seras libéré à l'heure. Et en fait, cette intelligence artificielle Open GPT, elle fait plus que l'actu les dernières semaines, parce que c'est des opportunités et des menaces qui sont relativement fortes sur beaucoup de métiers, nous dans la communication, mais vous en particulier, donc Sarah et toi Hubert. Donc peut-être pour commencer Sarah, vu que j'ai appris que tu avais fait ta thèse ou mon mémoire de fin d'études sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et le journalisme, c'est vrai qu'on se pose des questions, vu que finalement on était il y a quelques semaines sur l'inquiétude des enfants qui font leurs devoirs avec OpenGPT, mais c'est presque encore plus flippant. Alors pour les lecteurs en général, mais peut-être les journalistes aussi en particulier, d'avoir potentiellement une intelligence artificielle qui est capable d'écrire un contenu, je n'allais pas dire intègre ou déontologique, mais un contenu qui pourrait être celui d'un journaliste. Alors oui, mon mémoire de fin d'études portait sur ce sujet. C'était donc du coup sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la presse en ligne, le journalisme. Donc j'avais interviewé Hubert à ce moment-là pendant une petite heure pour avoir un peu l'avis d'un professionnel du secteur, donc du journalisme.
Alors déjà, il faut savoir que son avis, à l'époque, en tout cas c'était en 2020, donc du coup que je l'ai fait, était quand même plutôt optimiste. Il était même presque enthousiaste à l'idée de pourquoi pas avoir de l'intelligence artificielle dans son métier. Alors je vais revenir plus tard, mais c'est vrai Oui, que... on a dit opportunité et et menace. Donc les deux sont... Voilà, ouais. c'est vrai. Alors, menace, je vais commencer par ça. Menace, en effet, c'est vrai que alors l'IA, bon, moi je vais quand même reprendre l'histoire de l'IA qui est quand même assez ancienne, hein, mine de rien. Ça date pas d'il y a quelques années, ça date presque des années 40, 30-40. Donc c'est pas rien, donc ça a le temps d'évoluer, mais pas à pas. Donc moi, pour l'instant, j'avoue que je suis pas trop inquiète parce que je vois que ça y va pas à pas. On a eu quand même déjà dans les années 50 pas mal d'outils qui ont été développés pour avoir des dialogues avec l'humain. Donc c'était un peu les prémices de l'intelligence artificielle. C'était pas forcément une menace parce que l'IA ne raisonne pas comme l'humain, donc voilà. Mais après, j'ai aussi remarqué, grâce à mes recherches pour mon mémoire, que l'IA était aussi utilisée par les médias et à bon escient. Il y a notamment des outils qui sont utilisés pour faire gagner du temps en fait, aux journalistes. Pour la recherche. Pour la recherche, la veille notamment. Alors, je crois que c'était en 2015, il y avait eu donc, du coup Le Monde qui avait utilisé par exemple un robot rédacteur qui était en lien avec une agence, c'était une entreprise parisienne qui s'appelait Syllabs, qui fait du SEO. Et donc, ils ont utilisé ce robot rédacteur pour pouvoir surveiller les 30 000 communes de France pour les élections départementales. Donc là, clairement, ça a fait... Municipal. C'était municipal ? Municipal, non, ou départemental ? Je crois que c'était départemental. En 2015. D'accord, ils surveillaient les communes pour En fait, ils surveillaient les communes pour pouvoir avoir les résultats en temps réel. Et en une nuit, ils ont créé 30 000 articles pour relayer toutes ces informations. On voit bien le lien avec la partie SEO. Voilà. Donc, c'était SEO, référencement. Par contre, c'était des données, c'était traitement de données, quels étaient les résultats concrets, chiffrés. Mais ça n'a pas remplacé les 70 journalistes qui étaient présents, mine de rien, sur le terrain pour prendre le pouls, l'ambiance, les réactions à chaud, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple qui pourrait montrer aussi que ça pourrait être une menace, mais finalement ça ne remplace pas le journaliste. Après, on a d'autres médias bien connus aussi, comme le New York Times, qui ont aussi utilisé l'IA pour gagner du temps, notamment pour faire de la veille de contenu. Donc, voilà. Et ça, en parlant avec Hubert, pour mon mémoire, c'est vrai que je me rappelle, tu m'avais dit que tu étais quand même assez enthousiaste parce que ça pourrait te permettre de te concentrer sur aussi des reportages, des missions, des articles de fond à plus valeur ajoutée. Exactement. Peut-être qu'Hubert, tu veux d'ailleurs développer, parce que c'est vrai que journaliste, finalement, mais c'est vrai que c'est de l'intelligence émotionnelle aussi, c'est du relationnel, c'est des signaux faibles. C'est des signaux faibles, exactement. C'est de la connexion entre signaux faibles. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui va dire... qui va donner une information et cette même information va être corroborée. La même information va sortir de la bouche de quelqu'un d'autre 3 semaines après. Et là, vous faites la connexion entre deux sources, connexion entre deux signaux faibles. Et là, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose, que c'est pas qu'une rumeur et que ça mérite d'être approfondi. Après, il y a les interviews qu'on a face à face, où si c'est un échange avec un robot, si c'est un robot qui vous interviewe, vous n'allez pas dire les mêmes choses que si vous n'allez pas divulguer les mêmes infos de la même façon qu'un échange classique avec un intervieweur qui va poser peut-être la bonne question au bon moment, qui va sentir peut-être une faille ou un silence qui veut dire quelque chose. Est-ce qu'on doit faire la question rebond à ce moment-là ou laisser parler la personne parce que vous vous dites que c'est l'information essentielle, elle va arriver après ce silence. Il faut du temps pour comprendre, pour maîtriser ça. En fait, il faut être humain déjà, et même quand on est humain, c'est pas simple. simple. Il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience. Ce que je voulais dire, en fait, surtout par rapport... Alors, c'est vrai qu'on y revient plus facilement aux menaces qu'aux opportunités. J'allais dire, c'est relativement logique vu la situation qui est un petit peu neuve. Alors, c'est vraiment peut-être sur la partie rédactionnelle pure.
Ouais. où voilà, il y a des informations qu'une IA n'aura jamais, et puis une IA, elle n'est pas faite pour inventer ou pour deviner quelque chose, elle va de toute façon se baser sur quelque chose qu'on lui a appris, ou avec ce qu'on lui a donné à manger, si je puis dire. Oui. Donc si on lui a rien donné, il n'y a rien à trouver, donc le journaliste aura toujours autre chose ou un autre éclairage. Mais là où c'est peut-être un petit peu inquiétant, c'est qu'on va demander à l'IA, ou à ChatGPT en particulier, je prends l'exemple de l'article qu'on a lu ensemble avant, c'est écris-moi un article sur les opportunités et menaces de l'intelligence artificielle par rapport au métier de journaliste. Et l'IA a écrit cet article et met en avant effectivement des opportunités et des menaces, donc arrive finalement presque à utiliser des techniques journalistiques d'écriture, donc pour avoir un contenu qui soit finalement assez maîtrisé, pour rédiger quelque chose qui, avec des citations d'auteurs, etc., etc. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que moi qui suis communicant, donc quand même très attentif à ce que je lis et de ce que ça peut vouloir dire et pourquoi c'est écrit comme ça, si on ne me dit pas que c'est une intelligence artificielle qui l'a écrit, et si je ne suis pas un spécialiste du domaine, j'ai tendance à penser que cet article aurait pu être écrit ou a pu être écrit par un vrai journaliste. Et ça, c'est neuf, je trouve, par rapport au Monde en 2015. Et c'est là-dessus que ça m'inquiète, moi, en tout cas, un petit peu. Moi, je dirais que... Ou aux fake news qu'on pourrait écrire en disant écris-moi, ChatGPT, un article sur pourquoi Trump a été élu, mais n'a pas été... Enfin, j'en sais rien. On pourrait imaginer plein de choses. Ça reste très scolaire, en plus. On reste sur des thématiques où il y a déjà du contenu. Voilà, il faut des données. Et il faut bien qu'elles viennent de quelque part, les contenus. Enfin, j'entends ce que tu dis, mais oui, si c'est pour faire un compte-rendu de France-Argentine... qui a été vu par la moitié de l'humanité, peut-être qu'une IA peut le faire aussi bien que le quinquin qui est de la rédaction Trucmuche, quoi. Certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, pour aller interviewer Kylian Mbappé, savoir ce qu'il a pensé du match, ou essayer de choper une interview exclusive ou live, c'est pas les nouvelles solutions d'IA qui vont l'apporter. Enfin, c'est hybride, quoi. Mais l'IA pourra pas tout remplacer. Enfin, à un moment, il faut bien des humains pour aller choper les infos, quoi. Alors, peut-être pour boucler la boucle, ce que tu disais en intro en fait de ce podcast, tu nous parlais du fait que la presse n'était pas au meilleur de sa forme des dernières années. On le sait tous, on voit ce qui peut se passer dans les différentes rédactions. Est-ce que le fait que l'IA arrive aujourd'hui, c'est pas non plus aussi un risque? Alors, j'avais pas pour des directions de rédaction, mais pour des médias, d'essayer de mettre en place pas des équipes de rédacteurs, mais une intelligence artificielle qui va rédiger en fonction de ce qu'une personne peut-être va lui demander de rédiger. Oui, mais comment elle ira chercher l'info? Si on est par exemple sur de l'info... la qualité de l'info s'en ressentira. Elle s'en ressent déjà par des baisses d'effectifs. D'ailleurs, le maire de Lunel a écrit à la direction de Midi Libre, a dit lors de ses vœux à la presse, avoir écrit à la direction de Midi Libre pour dire à Midi Libre, où il y a un plan de réduction des effectifs en cours, c'est public, j'invente rien, pour dire qu'il tenait au maintien des effectifs à la locale de Lunel, parce qu'il estime que c'est important que l'actualité locale soit couverte par des journalistes professionnels. Enfin, c'est pas par des IA. C'est un élu. Alors, on parlait pas d'IA, là. On a parlé de Bouvines et tout, de taureaux, mais pas forcément d'IA. Mais c'est intéressant. Il voulait défendre une certaine idée de l'information locale, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'il y avait une visée politique derrière, c'était une conviction. Je pense sincèrement que c'était une conviction. Et puis il peut y avoir des sujets politiques, finalement, même s'ils sont politiques, qu'on a envie qu'on a envie de débattre. Après, moi, je ne vois pas comment une IA pourra... sur quelle base elle pourra remouliner des données sur les problèmes de mobilité? Enfin, il faudrait que ça soit une super IA quand même pour les problèmes de mobilité. Par exemple, dans la métropole de Montpellier, en croisant avec les enjeux, les projets de futurs bus à haut niveau de service, en croisant ensuite avec l'enjeu des intermodalités. Macron qui a fait une annonce sur les RER métropolitains dans les 10 premières métropoles de France.
avec les enjeux de covoiturage, les aires de covoiturage que veulent développer le département de l'Hérault, un peu en dehors de la métropole pour que les ruraux, les ruraux ou les semi-ruraux s'organisent en conséquence, puis la loi LOM votée fin 2019. Bon, peut-être qu'une IA peut faire, et appliquer au territoire de Montpellier avec les oppositions, les gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a des embouteillages, blabla et tout. Là, tout ça, c'est de façon décousue que je le présente, mais je brosse les différents enjeux, les différentes entrées des problèmes de mobilité dans une métropole. Je sais pas, je pense pas qu'une IA, aujourd'hui ou demain, sera capable de le traiter comme un... Peut-être qu'une IA pourra aider à déblayer le terrain. À déblayer le terrain, c'est-à-dire, je vous rappelle, la loi LOM, ou à te sortir un peu de documentation, ce qui pourrait nous aider. C'était le sens, je pense, de ce que je voulais te dire il y a 3 ans quand tu m'avais interviewé. Oui, je que dis ça ça de mémoire. dans la veille et dans la hiérarchisation des Peut-être infos. dans la veille, pour éviter les angles morts. Parce que parfois, on est, bien qu'étant journaliste professionnel, on peut oublier de traiter d'une problématique importante sur un sujet. C'est ce qu'on appelle les angles morts. Donc sur les mobilités, justement, je reviens sur les mobilités, on peut parler des embouteillages, mais parler du trafic des TER pour rentrer dans la ville, mais on oublie je sais pas, c'est comme si on oubliait de parler qu'il faut peut-être des parkings de vélos dans les gares pour favoriser l'intermodalité, ou des parkings de vélos ou de voitures pour donner envie aux gens de prendre le train, pour qu'ils soient sûrs de pouvoir se garer pour prendre le train. Enfin, c'est des trucs tout cons. Mais si on n'en parle pas, on ne parle pas du sujet, en fait. Et les spécialistes du ferroviaire disent très bien que c'est important qu'on puisse se garer à une gare pour prendre le train. Enfin, c'est tout con, mais voilà. Bon, peut-être qu'une IA pourrait aider, je sais pas, pour réfléchir des thèmes et tout, mais après, sur les détails, les interviews qu'on peut faire au téléphone, ça en est où précisément, quelles sont les dernières infos parues, les infos qui vont venir je vois pas comment ça serait possible. Je pense que sur les actus en elles-mêmes, il y a peut-être moins de stress ou moins de difficultés, mais sur quelque chose qui commence à buzzer ou des synthèses. Avec des contenus qui remontent, avec oui. des contenus déjà existants. Oui. Voilà, il peut y avoir... Enfin, c'est vrai que ce qui arrive, c'est un petit peu... c'est récent, donc c'est vrai qu'en avoir tous les tenants ou les aboutissants, c'est un petit peu compliqué. On a parlé en quelques minutes de différentes menaces ou d'opportunités qui sont liées à tout ça. Je pense qu'il y en a encore plus. Mais moi, je pense quand même que... Oui, mais après, je peux passer à côté de certaines choses. Une IA je reviens sur la mobilité. Le blog du vice-président de la région, Jean-Luc Gibelin, sur son blog, il a mis que la convention TER région SNCF allait être votée début février. Bon, une IA l'aurait vu, probablement, et moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai su, je l'ai appris incidemment. Et c'est là où je suis faillible. Oui. C'est là où une IA je suis faillible, même si j'ai des systèmes d'alerte, mais qui sont perfectibles. Ça peut être un sujet d'ailleurs d'amélioration pour 2023. Après, dans le traitement de l'info, rappeler que sur ses relations avec la SNCF, Delga avait dit ça il y a 5 ans. Je me rappelais à un cocktail, elle était vent debout contre la SNCF. Rappeler des éléments de contexte, des signaux faibles et tout. Là, je pense qu'une intelligence humaine aura toujours un temps d'avance, quoi. Heureusement, c'est là où je suis optimiste. Après, que l'IA va faire mal aux rédactions, mais elles sont déjà très mal, les rédactions, de toutes les façons. Elles ont du mal à garder leurs lecteurs. Elles sont concurrencées par les réseaux sociaux. Elles sont concurrencées par la communication institutionnelle, qui est de plus en plus efficace, staffée. Donc, c'est aux journalistes aussi de se poser des questions sur comment bien faire du mieux possible leur métier. Pas bien faire, il y en a plein qui le font bien, mais faire du mieux possible ou faire mieux, quoi. Voilà. Merci Hubert, je crois que c'est sur ces mots qu'on va terminer ce podcast. Je pense que vu la discussion, on pourrait continuer encore longtemps, mais malheureusement, oui, bien sûr, c'est un plaisir. On a aussi un petit peu de travail pour la suite. Donc merci Hubert, merci Sarah. Merci Benoît. Rendu disponible Merci Benoît. pour ce podcast. Alors je vous donne rendez-vous, on sera sûrement amené à en refaire peut-être plus tard ou l'an prochain à l'occasion d'une actu. Merci à tous. Vous retrouverez donc toutes les informations sur l'agence HV en bio de cet article, et je vous donne rendez-vous pour la 3e édition des Infos à la com d'ici une quinzaine de jours. À bientôt.